dans lequel concept, on va essayer également de donner la parole à des moins jeunes que nous, nous ayant eu une expérience, mais eux aussi, ou elles, qui sont en train de faire leur expérience de développement et de prestation de services et qui sont des jeunes femmes qui sont absolument volontaristes et décidées, comme nous l'avons été nous pendant qu'on était jeunes. Nous avons des invités spéciaux dans ce panel qui sont Madame Oka Balima, qui est la chef de l'unité EFH de l'OIF. Vous savez, elle vous parlera de cette unité-là. On s'est beaucoup battu, le RFEFH s'est beaucoup battu pour que cette unité-là existe au sein de l'OIF, mais elle vous dira ce qu'il en est maintenant. Nous avons également Madame Mariba. Madame Mariba est une jeune leader d'un groupe extraordinaire qui travaille sur la santé de la reproduction et qui travaille sur l'intergénérationnel également et qui pilote ce qu'on appelle le partenariat de Ouagadougou. Que ce soit à Ouagadougou même ou à Dakar ou dans n'importe quel autre pays, où on les voit à travers les réseaux sociaux s'exprimer, changer les paradigmes que nous avons connus en matière de santé de la reproduction quand nous étions jeunes et surtout poser les problèmes de la femme, ce qu'elle peut devenir avec toutes les contraintes que nous connaissons. Nous l'entendrons et elle nous parlera également de la force du réseautage. Nous avons aussi comme invité, bien entendu, à part Madame Oka Balima, Mariba et Massan Dalmeda du RFEFH, Massan qui est aussi membre du RFEFH, mais il se trouve que c'est elle qui gère le forum des femmes et on prend le forum des femmes francophones en tant que réseau en lui-même. Et nous avons ici notre présidente de la COING. La COING, c'est la structure qui chapeaute toutes les structures des organisations non gouvernementales et intergouvernementales de l'OIF. C'est Madame Ndeye Marifal, elle est là, je l'ai vue connectée. Elle prendra la parole également tout à l'heure dans le panel et elle va nous dire les difficultés, les défis qu'elle rencontre en tant que coordonnatrice d'un énorme réseau de réseaux où on retrouve l'éducation, la culture, le développement en général, y compris les enjeux globaux que sont l'égalité femmes-hommes aussi et l'ensemble des préoccupations des ONG. Elle nous parlera de cela parce qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on parle des défis de ce réseautage, mais également de la force que représente le réseautage pour qu'on puisse nous en sortir, nous francophones. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous avons notre sœur de Kautar, la directrice exécutive de Kautar. Elle est notre championne en matière de leadership transformatif, que ce soit féminin ou autrement, mais le processus même, la dynamique de transformation sociale à l'intérieur d'un groupe qui ont ce groupe dont les membres ont des intérêts en commun, tels que pour nous l'égalité femmes-hommes, comment la transformation se fait à l'intérieur d'un groupe et comment cette transformation aussi se lègue, elle se passe d'un membre à un autre ou d'une génération à une autre dans les différents réseaux. Et elle aussi, j'espère qu'on l'écoutera sur les défis. Qu'est-ce que peuvent nous apporter le réseautage et les coalitions. Et nous avons nous de Madagascar, donc pour l'océan Indien et le Pacifique. Elle aussi, elle nous parlera du leadership transformatif féminin. Maman Koïta, elle est du Mali et elle est au tribunal international, au tribunal pénal international, et elle dirige aussi un grand groupe qui travaille au niveau mondial sur je ne sais pas, c'est pas les réclamations, mais en tout cas, c'est la rétribution ou le retour que l'on fait sur le mal qu'on a fait aux personnes donc pendant les guerres. Maïmouna Diouf a voulu parler, elle, du rôle des leaders d'opinion
dans l'accès aux services énergétiques en milieu rural, mais vraiment dans le sens de la coalition, dans le sens du réseautage que l'on peut faire au niveau le plus opérationnel et ce à quoi cela sert. Fatma va, comme d'habitude, nous revient dans son domaine de prédilection, celui des IT, et va nous dire comment on peut utiliser cet instrument-là pour faire un bon réseautage, avoir davantage de connexions et surtout être beaucoup plus efficace dans le travail qu'on nous demande de faire. Voilà donc le panorama. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais chacun d'entre nous va pouvoir s'exprimer et aller directement à la réponse aux questions qu'on s'est posées dans les TDR. C'est comment faire. Qu'est-ce que vous gagnez dans le réseautage et comment faire pour que ce réseautage puisse servir les femmes francophones à être beaucoup plus audibles, beaucoup plus visibles et surtout qu'on soit davantage pris au sérieux. Je vous remercie infiniment. Je voudrais donner la parole à Madame Okabalima. Elle est là, on a vu. Bienvenue, Madame. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Excusez-moi. Voilà. Merci, professeur, coordonnatrice du réseau francophone égalité femmes-hommes. Également, Madame Ndeye Marifal, qui est la présidente de la COFI-NG, des ONG donc, et des organisations de la société civile et réseau d'organisations de la société civile accréditées auprès de la francophonie. Mesdames les panélistes, mesdames et messieurs, chers participants, particuliers en vos grades et qualités respectives, je voudrais tout d'abord remercier le professeur Duro, qui est donc la coordonnatrice du RFEH, d'avoir convié l'OIF à travers sa chef de l'unité EFH récemment créée, comme elle vous l'a dit. On a été mise en place en mars 2020 suite à une résolution prise à Antananarive en 2016. Donc, de nous avoir conviés. Et je voudrais également vous féliciter, Madame Duro-Diaye, pour ce forum sur un terme extrêmement pertinent du renforcement des mouvements des femmes francophones. Quand on sait que le réseautage, le networking, c'est une terminologie qui est plus familière pour les pays de langue anglaise, mais que nous devons nous approprier. À la fois donc pour le thème du forum et le thème de ce panel extrêmement pertinent sur l'importance du réseautage et des réseaux pour le leadership transformateur féminin. Et vous féliciter aussi pour avoir pu organiser cette réunion quand on sait à quel point c'est sensible dans ce contexte particulier de pandémie à Covid. Ainsi que vous le savez, l'OIF a pour mission de mettre en œuvre la coopération multilatérale de 88 de ces États et gouvernements. Nous sommes donc 300 millions à peu près de locuteurs français, dont la moitié, 140 millions, sont des femmes réparties sur les 5 continents. Et ces femmes, dans l'espace francophone comme ailleurs, ont le pouvoir de transformer les sociétés. Mais elles ne font pas suffisamment entendre leur voix, elles ne sont pas assez écoutées, leur contribution n'est pas assez manifeste dans les processus de développement au regard de leur nombre, de leurs valeurs, de leur résilience et au regard de leurs droits. Par exemple, selon l'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la contribution des femmes africaines au développement socio-économique de leur pays n'est pas reconnue et elle est souvent sous-estimée, alors même qu'elle constitue 72% de la main-d'œuvre agricole et 70% du secteur informel et plus de 70% du personnel de santé de première ligne. Et si dans le monde, toujours selon l'ONU Femmes, le rythme de progression des droits des femmes ne change pas, une enfant née aujourd'hui est condamnée à attendre 80 ans avant de vivre dans un monde équitable. Chères participantes, si le mandat de notre organisation à l'initiale visait essentiellement à promouvoir la langue française, le plurilinguisme, la diversité culturelle, nous ne sommes pas là que pour défendre la langue française. L'OIF incarne et défend des valeurs communes comme la solidarité, la démocratie, les droits humains, celui à l'éducation, à l'égalité femmes-hommes qui nous réunit aujourd'hui, et ce depuis l'organisation en 2000 à Luxembourg de la Conférence internationale des femmes qui a été tenue sous l'égide de la francophonie. Dès lors, l'OIF a placé l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur de son action. Au sein de l'OIF, l'UH, que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt 2 ans, a pour principal mandat d'accompagner la pleine mise en œuvre de la stratégie de la francophonie
pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles. Elle a été adoptée en 2018 à Erevan, en Arménie, lors du 17e sommet des chefs d'État. Et c'est une stratégie qui se décline à travers 5 axes, qui sont en premier lieu les droits des femmes et des filles, la lutte contre les violences et les discriminations à leur encontre. Le deuxième, c'est l'éducation et la formation des femmes et des filles. Le troisième, c'est l'autonomisation économique des femmes et des filles. Le quatrième concerne la participation des femmes et filles aux sphères décisionnelles. Et le cinquième a trait à l'institutionnalisation de l'EFH au sein de la francophonie. Pour dire court, en fait, si nous préconisons aux différents acteurs du développement de tenir compte de l'EFH, commençons par nous-mêmes. Voilà. Donc, nous mettons un accent particulier sur l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, donc les axes 2 et 3, qui sont nos 2 niches prioritaires, et tout simplement parce que nous considérons qu'elles ouvrent la porte, en fait, à toutes les autres thématiques de la stratégie d'Erevan. Effectivement, lorsque les femmes ne sont pas éduquées, formées ou pas autonomes, il est bien plus contraignant pour elles de pouvoir se protéger contre les violences à leur encontre ou de participer aux sphères décisionnelles. Je ne reviendrai pas sur l'historique du mouvement des femmes et de la création des réseaux, en particulier féminins, qui ont certainement déjà été abordés en atelier dans le cadre de ce forum. J'ai bien vu un peu les thématiques. Nous retiendrons que les femmes et les filles francophones ont des défis à relever qui leur sont propres, en lien notamment avec l'environnement dans lequel elles évoluent, marqué par des normes sociales et des stéréotypes sexistes. Et ceci tend trop souvent à les figer dans des rôles préétablis qui ne leur permettent pas, même si parfois ils semblent bienveillants, de s'épanouir ni de contribuer pleinement au processus de développement. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on veut le changement, un changement qui implique une redistribution des cartes, donc des relations de pouvoir à revisiter, comme c'est le cas des processus conduisant à l'égalité entre les femmes et les hommes, on touche à quelque chose de très sensible. Il s'agit de revisiter un ordre social établi, des croyances, des préjugés, de promouvoir la déconstruction des stéréotypes sexistes qui sont fortement ancrés au fil des ans. Et il s'agit surtout de transformation, un processus qui ne peut advenir en l'absence des premières concernées et qui doit plutôt être conduit par elles, sachant que seules ou isolées, elles n'obtiendront pas de résultats significatifs ni durables. D'où l'intérêt, évidemment, de la mise en réseau qui implique d'unir nos forces autour d'intérêts communs à travers des approches solidaires qui soient à la fois partenariales et qui permettent d'exercer un leadership qui permette de peser sur les décisions. Et dans le cadre de son mandat, l'OIF encourage ainsi la mise en place de plateformes solidaires de coopération qui facilitent le partage d'expériences et de savoir-faire, qui mettent en œuvre des processus de concertation, de formation par les pairs et le développement d'outils de travail comparatifs et mutualisés dans des domaines qui sont ceux définis par la déclaration à la fois de Bamako et de Saint-Boniface, respectivement prise en 2000 et 2006, et qui concernent le maintien de la paix, la construction, la consolidation de l'état de droit et la promotion des droits humains. Cette démarche se traduit par l'appui à la création de réseaux institutionnels qui sont à la fois vigies, levier et vivier de la démocratie au sein de l'espace francophone. Vigie, parce que les différentes institutions qui constituent le maillage des réseaux institutionnels francophones interviennent à la fois dans le contrôle, la régulation, la médiation, la promotion et la protection des droits de l'homme et sont garantes de l'état de droit. En contact avec les citoyens et présentes sur le terrain, elles sont souvent les interlocutrices et les premières instances à réagir à la violation de leurs droits. Elles constituent donc un véritable observatoire de la démocratie à travers l'ensemble de l'espace francophone. J'ai dit vigie, je dis également levier. Ces réseaux institutionnels de la francophonie jouent également ce rôle de levier car elles représentent aussi des forces vives qui sont capables de mettre en œuvre des recommandations et d'agir de façon concertée avec l'OIF dans une sphère institutionnelle qui se situe à l'intersection entre les sphères citoyennes et politiques. Et à travers elles, la francophonie qui depuis 2012 encourage des relations conjointes entre réseaux institutionnels francophones afin de développer des synergies qui permettent de porter davantage, encore plus loin l'action francophone, dispose donc de ce levier incomparable en matière de coopération internationale. Et Vivier de la francophonie, qui compte à ce jour 16 réseaux institutionnels, regroupant au total près de 600 membres et offrant d'opportunités de compétences et de qualité au service des objectifs de l'espace francophone.
C'est une expertise institutionnelle francophone qui constitue un réservoir inestimable contribuant à la spécificité de l'OIF. Et à travers l'appui à ces réseaux, nous entendons favoriser le dialogue permanent avec la francophonie, l'approfondissement de la concertation sur des thèmes d'intérêt commun. Ainsi, nous nous attachons à promouvoir leurs activités auprès des organisations à la fois internationales et régionales. Dans le domaine de l'EFH, nous avons ainsi engagé une coopération avec l'ONU Femmes afin d'harmoniser nos efforts en matière de stratégie, de plaidoyer, de promotion de mesures juridiques, de renforcement de l'expertise, de la consolidation des réseaux et pour mobiliser, bien sûr, des ressources qui sont toujours insuffisantes au profit de l'égalité femmes-hommes. Chers participants, si dans l'espace francophone, les pays ont réduit certaines disparités entre les sexes, en révisant des cadres législatifs et institutionnels, en mettant en place des dispositifs, en prenant des mesures, et ce, malgré des avancées significatives, nous savons tous qu'un grand nombre de nos pays sont encore loin de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, à laquelle pourtant ils aspirent et se sont engagés à travers toutes les conventions internationales auxquelles les pays ont souscrit. Et face à cela, seules des actions solidaires, inclusives, complémentaires et de mutualisation des efforts pourront efficacement contribuer à, entre guillemets, faire bouger les lignes. Et pour concourir à une mobilisation accrue des acteurs, la francophonie a soutenu l'organisation de concertations, de conférences, de forums fédérateurs. Ces actions ont notamment conduit à la création de votre réseau, mais bien avant, également en 2002, au réseau des femmes parlementaires, l'APF, au réseau francophone des femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'AUF, des femmes responsables en 2014, et du réseau francophone des femmes entrepreneurs en 2017. Je voudrais souligner que la société civile et les réseaux d'expertes et d'expertes engagés sont par ailleurs des parties prenantes centrales de l'action de la francophonie, comme en atteste la création de la COFING que préside Madame Fall, notre aînée. Bien sûr, ce réseautage que nous accompagnons non seulement inclut les hommes en qualité de HIFOCHI, et je ne reviendrai pas sur ce qu'est un HIFOCHI, cette initiative lancée en 2014 par problème de temps. On a un problème de temps, Madame Oka, s'il vous plaît. Allons-y. J'ai bientôt fini, je viens à la conclusion, mais accorde la place qui lui revient également à la jeunesse, qui, avec les femmes, est l'autre cible prioritaire du mandat de Madame la secrétaire de la francophonie. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais dire qu'il est probable, selon l'ONU, que la pandémie à la COVID-19 fasse passer 47 millions de femmes et de filles supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté, inversant des décennies de progrès vers l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est un chiffre alarmant qui nous rappelle la nécessité d'actions fortes et concertées, et auquel le mouvement des femmes, renforcé par leur mise en réseau, peut grandement contribuer. Nos institutions, l'OIF, nos réseaux, l'RFH s'inscrivent dans une vision commune d'accompagnement, de progression des filles et des femmes de l'espace francophone. Je voudrais donc conclure en félicitant à nouveau les initiateurs de cette rencontre et toute leur équipe pour l'organisation de ce forum international, pour cette occasion offerte aux organisations féminines francophones d'échanger, de partager entre elles les leçons apprises sur les défis majeurs auxquels les femmes de notre espace sont confrontées, d'identifier des combats communs, d'explorer les forces de militantisme pour les droits des femmes et encourager par un dialogue intergénérationnel l'émergence d'une nouvelle génération encore plus impliquée sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je vous souhaite des échanges fructueux et une bonne poursuite de vos travaux. Et je voudrais vous réitérer l'intérêt de l'OIF à accompagner le renforcement du mouvement en faveur des femmes francophones. Merci de votre aimable attention. Parfait. Merci beaucoup. Nous prenons bonne note de ces résolutions-là. Cela nous fera du bien. Merci, Madame Okab Alima. Je voudrais donner la parole à Madame Mariba également pour qu'on puisse savoir aussi ce qui se fait dans le cadre de ce partenariat de Ouagadougou et comment on peut se renforcer mutuellement. Et je dois dire que le RFEFH vient vers vous pour un accord de partenariat pour qu'on puisse également sortir des sentiers battus et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Ndiaye, et je souhaite la bienvenue à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité que le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes nous accorde au niveau du Ouagadougou
faire partie de cette importante plateforme. Donc, je remercie aussi personnellement le professeur Ndiaye qui nous a conviés à cette initiative. Et j'en parlais aussi récemment au niveau d'un autre panel sur lequel j'avais été invitée, mais plutôt et je salue vraiment cette initiative qui, je pense, ne se passe peut-être pas assez au niveau francophone. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique australe et de l'Afrique anglophone, elles ont plus tendance justement à avoir ces plateformes où elles parlent de beaucoup de sujets comme la santé mentale, par exemple, dont on ne parle peut-être pas assez. Je pense que dans ces combats, surtout quand on parle de transformation, ça prend quand même beaucoup de courage et beaucoup de détermination et d'abnégation de la part de femmes comme nous, et c'est aussi extrêmement important. Donc, je salue beaucoup cette initiative. Je voudrais peut-être aborder la question justement de ce leadership transformationnel féminin sous deux angles. Et générationnel, dont a parlé Madame Oka Balima justement tout de suite, et peut-être un autre angle qui est peut-être plus géographique ou global. Déjà, et sans vouloir me faire porte-parole de toute une génération, ce n'est pas ma prétention, mais de ce que j'observe, je pense qu'il y a une relation intergénérationnelle qui est extrêmement importante. Et déjà, c'est au moins pour pouvoir s'assurer d'une certaine pérennité au niveau de tout ce qui a déjà été fait. Je me souviens de conversations avec le professeur Ndiaye au moment du Forum Génération Égalité, où elle avait eu à revenir et expliquer beaucoup de choses qui avaient déjà été faites en 2014, au moment de la conférence de Pékin. Et moi-même, qui fais partie d'une génération différente, était assez abasourdie d'entendre tout ce qui avait déjà été fait. Et donc, je pense que ce transfert-là, justement, des bases qui ont déjà été jetées, extrêmement importante. On a tendance, nous, la nouvelle génération, avec notre bagage, c'est de chercher effectivement ce qui est en train d'être fait. Mais je pense qu'on a tout à fait intérêt à creuser encore plus sur ce qui a été fait, tout ce qui a été jalonné déjà, éviter de réinventer la roue. Et ça, je pense que c'est une contribution que nous, nouvelle génération, devons absolument faire. Je pense qu'il y a aussi la mise en commun de tous les domaines justement dans lesquels nous travaillons. Et une autre préoccupation que je relève très souvent dans ces dialogues intergénérationnels, pour pouvoir justement dépasser ce statut de dialogue et que ça devienne vraiment... Je pense qu'il est vraiment important aussi, et c'est un frein que j'observe assez souvent, on a tendance souvent à reléguer les jeunes en fin d'agenda. Et c'est vrai qu'on évolue dans un contexte africain, en tout cas pour le contexte africain, qui donne énormément de respect aux anciens, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que dans ce respect-là aussi, quand on parle de collaboration, c'est de pouvoir faire importante pour les jeunes, et que ce ne soit pas juste un transfert de données ou un transfert de compétences, mais c'est aussi leur donner la place dans les agendas, autour de la table, pour les prises de décision aussi. Je pense que c'est important parfois qu'ils ne soient pas relégués qu'à la prise de notes. C'est aussi de pouvoir prendre des décisions, pouvoir y participer. Et c'est le meilleur moyen, justement, après, à pouvoir continuer à être autour de la table de façon significative et à pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est là que je salue encore plus, justement, l'invitation à ce panel. Et pour nous, en tout cas, au niveau du partenariat de Ouagadougou, ce qu'on a beaucoup eu à faire, c'est justement de partenariat qui existe, peut-être je vais expliquer, qui existe depuis 10 ans maintenant, donc on considère quand même comme étant un certain succès, qui évolue justement sur 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone et une dizaine de bailleurs de fonds qui financent la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l'Ouest francophone, parce qu'on a justement remarqué de financement pour les pays francophones. Alors, ce partenariat existe depuis 10 ans, et il a été construit autour de femmes qui étaient déjà impliquées dans ces mouvements justement féministes et mouvements de promotion de la santé de la femme. Et c'est vrai qu'il y a un transfert qui a été fait, un renouvellement qui a été fait, et je pense que c'est très important dans ces mouvements qu'on veut créer, c'est justement de ne pas rester figé et de pouvoir apporter justement du sang neuf. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, sans pour autant brouiller tout ce qui a déjà été fait et de pouvoir existant. Donc ça, c'est extrêmement important.
On a une équipe qui a grandi, une équipe qui est de plus en plus jeune, mais qui reconnaît aussi quand même le leadership de l'ancienne génération qui nous a permis d'en arriver là. Une autre chose, je pense, qui est une leçon apprise, et je ne sais pas si tout le monde sera d'accord sur cette façon. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir mettre en avant les préoccupations des femmes francophones. Mais on reconnaît également le frein de la langue, parce qu'on évolue quand même dans un monde qui est de plus en plus anglophone, qui est aussi peut-être de plus en plus, il y a encore une plus grande part de la communauté asiatique aussi qui est prise. C'est d'avoir, par exemple, au sein de notre équipe, des bilingues, parfaitement bilingues, et qui nous permet de communiquer, non seulement dans les deux langues, mais qui nous permet aussi de communiquer avec des interlocuteurs qui, eux, ne sont absolument pas francophones. Et une fois que ce contact est fait, que ce réseautage est fait, c'est ouvrir la porte à la société civile francophone, à certains mouvements féministes et certains réseaux féministes qui sont francophones, et pouvoir les inscrire dans les agendas au niveau global, au niveau international, sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est une question de positionnement. Est-ce qu'on est sur le fait de ne s'exprimer qu'en français ou dans un monde francophone, ou au contraire de pouvoir reconnaître qu'on évolue dans une plateforme globale où il faut absolument pouvoir trouver son équilibre et de pouvoir interagir avec des gens qui s'expriment et des réseaux qui s'expriment dans d'autres langues. Donc ça a été extrêmement important pour nous, et je pense que c'est là qu'on a eu encore plus de rayonnement au niveau des réseaux sociaux, au niveau de notre communication. Et on a aujourd'hui, par exemple, à gérer beaucoup plus de requêtes qu'on peut vraiment. Pour dire vrai, on a eu à rejeter pas mal de requêtes justement où il y a un grand intérêt sur l'Afrique francophone, mais que cette histoire puisse être aussi contée dans diverses langues. Donc ça, je pense que c'est une des leçons apprises pour nous au niveau du partenariat de Ouagadougou. Le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est par rapport à l'inclusion et l'inclusivité. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que même dans un monde francophone, nous venons d'horizons extrêmement différents, et les préoccupations dans ces mouvements, les préoccupations, elles peuvent être très différentes d'un continent à l'autre, et le réseau francophone, il est sur plusieurs continents. Les préoccupations, elles peuvent être très différentes même d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, même dans une même famille, 2-3 femmes peuvent avoir des préoccupations complètement différentes. Et donc, c'est vraiment d'inciter transformationnel de pouvoir reconnaître toutes ces diversités d'opinions, que tout le monde n'est pas exactement au même niveau et n'approche pas les choses du même angle, et donc de pouvoir faire la part belle quand même à divers niveaux de préoccupation. Tant qu'elles ne sont pas contradictoires, je pense qu'elles doivent toutes être prises en compte, et ce n'est générationnel dont je parle ici. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans ces mouvements. Ce sont les valeurs, c'est la géographie, voilà. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il faut prendre en compte, et c'est extrêmement important au niveau de l'inclusivité de nos mouvements, si on veut vraiment arriver à ce niveau de transformation qu'on veut pour et de pouvoir changer ce rapport de force entre hommes et femmes. Je pense qu'il faut aussi le faire au niveau des générations, et ne pas perpétuer justement ce rapport de force qu'on essaie d'équilibrer entre hommes et femmes, et de ne pas le perpétuer entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager par rapport à l'expérience du partenariat de Ouagadougou, et vraiment, et ne pas forcément nous renfermer juste au niveau francophone, mais c'est de pouvoir apporter cette francophonie-là au niveau global, et de faire ressortir les préoccupations des femmes francophones selon leur géographie, avec d'autres réseaux qui existent déjà, qui sont peut-être à des niveaux supérieurs, inférieurs, mais en tout cas différents des nôtres. Et je pense que pour nous, ça ne fera que renforcer justement le réseautage qu'on aura pu mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Marie. Au nom de RFFH et du Forum des femmes francophones, merci au partenariat de Ouagadougou de nous avoir rejoints. Et on a pu vous joindre juste 48 heures avant, et vous avez été parmi nous. Merci infiniment. Nous allons donner la parole à Massan.
Massan, qui est l'une des nôtres. On l'identifie d'abord en tant que RFFH. Elle est membre de RFFH, mais elle a énormément de possibilités d'action. Elle a une ouverture incroyable vers l'extérieur, vers le monde, et elle essaie tout le temps d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Massan, bravo pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, et je le dis pour l'ensemble de ton équipe. Merci d'avoir fait ce premier forum francophone. Vous savez, nous avions voulu nous faire un Davos des femmes francophones. Et on tient à le faire. Je le verse en conclusion dans ce rapport pour le forum des femmes francophones. Soukaina ne me démentirait pas, ni Pauline, ni Fatma. On a même des TDR pour un Davos des femmes francophones. On a toujours voulu faire. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens, nous-mêmes, de le faire. Comme toi, tu as eu le courage et la volonté de le faire, d'aller chercher ailleurs comment faire pour réunir les femmes francophones. Voilà, tu as la parole, Massan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diero. Merci, grande sœur. Franchement, merci de nous réunir autour de ce panel. Je sais, ce n'est pas facile. Ça a été pas facile pour nous du tout d'oser ce forum. Nous, au dernier moment, c'était comme si on devrait le reporter parce que c'est tellement beau de choses à préparer, mais nous nous sommes dit, dans le monde, au sein du mouvement des femmes, dans la communauté des donateurs, malheureusement, les francophones ont tellement déçu que nous disons qu'on ne peut pas, même s'il est imparfait, l'organisation va le faire, on va le tenir parce que c'est le début de toute chose qui est très difficile. Une fois que vous passez l'étape de début, après vous continuez de vous améliorer. Donc, nous avons poussé nos capacités dans les extrêmes pour réussir ce forum et nous sommes vraiment contents quand vous réagissez de cette manière pour nous dire bravo. Nous savons que l'œuvre n'est pas parfaite, mais ça nous fait chaud au cœur et nous allons essayer de nous améliorer. Oui, je dis complètement oui, il y a Davos des femmes. Et surtout si ce Davos des femmes vient des francophones. Donc, Dioro, je ne sais pas comment ni quand, mais je suis complètement là-dessus. Parce que c'est comme si dans la communauté, au sein de la société civile, c'est comme s'ils pensent que des francophones, il ne peut sortir rien de bon. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand vous allez dans les grandes réunions, même s'ils vous invitent à intervenir, on vous dit, est-ce que vous pourrez parler en anglais? Parce que dès que le francophone commence à parler, il y a les écouteurs, il y a la traduction, mais ils abandonnent, ils ne veulent pas écouter parce qu'ils se disent, il n'y a rien de bon. Donc, quand nous commencerons à initier, quand ils doivent traduire pour comprendre ce que nous disons, alors on commencera véritablement à changer la donne. Et c'est vrai que dans plusieurs espaces, nous devons prendre le leadership. Ce Davos des femmes, tu n'es pas la seule à le dire. Je pense qu'il est temps, c'est parce qu'il est grand temps qu'on initie ça, que beaucoup de voix se soulèvent pour dire, il faut créer ça. Donc, je suis à 100% là-dessus. Créons-le, trouvons les moyens de pouvoir créer cela. Les moyens, les ressources, c'est ce qui nous fait défaut au sein de la communauté francophone, l'accès aux ressources. Donc, relevons ce défi et osons-le. Osons-le et les moyens suivront. Nous, j'ai été longtemps militante du mouvement des femmes activistes de ce côté-ci, à travailler au sein des organisations, des réseaux, mais tout récemment, on a décidé de créer ce fonds, ce premier pour les femmes francophones, parce que l'accès aux ressources et surtout à des ressources flexibles, c'est ce que nous n'avons pas. Souvent, vous avez des financements pour des projets spécifiques qui commencent et qui finissent en un temps record et vous n'avez pas la latitude de pouvoir imaginer, oser des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui ne tiennent pas nécessairement à cœur à un bailleur. Donc, pour pouvoir avoir accès et cette flexibilité-là, c'est la raison qui nous a motivés à créer OSC et vous écouter parler nous renforce dans cette conviction que nous devons trouver les ressources pour soutenir le mouvement des femmes francophones, pour nous permettre d'initier. Nous avons tellement d'idées, nous avons tellement d'initiatives, tellement de projets, mais seulement c'est lorsqu'arrive l'accès aux ressources pour pouvoir les réaliser que nous sommes bloqués.
c'est tellement difficile d'avoir accès à des ressources flexibles parce que tout le monde vous ferme le robinet, tout le monde vous met tellement d'exigences que finalement, vous faites ce que les autres veulent et ils vous dévient complètement de vos objectifs initiaux. Donc, le Fonds francophone est là pour accompagner le mouvement francophone et nous espérons qu'avec l'appui de nous toutes, nous réussirons à mobiliser des ressources qui nous permettent de réaliser tous ces rêves. Ce forum est un espace ouvert que nous avons souhaité créer. Nous savons que de par notre éducation, de par le système qui nous a colonisés, nous sommes très habitués au discours, au grand papier, mais nous avons souhaité casser cela durant ce forum et en faire un espace d'échange, de dialogue où nous pouvons prendre la parole et parler de ce qui nous préoccupe, de ce que nous n'avons souvent pas l'opportunité de dire. Parce que oui, comme les intervenantes précédentes l'ont dit, ce qui nous manque pour renforcer nos réseautages, c'est l'espace de dialogue, c'est l'espace d'échange. Parce que chaque fois, quand vous devez créer un espace, bon, là, c'est le COVID qui a débloqué cette capacité de travailler en virtuel. Sinon, il fallait le faire en physique. Et s'il faut faire cette réunion en physique, il faut déposer des milliers de dollars sur la table. Et si vous n'avez pas ces milliers de dollars, alors pas de réunion. Pas de réunion, comment est-ce qu'on renforce nos réseaux? Donc, nous avons souhaité créer ce forum comme un espace ouvert, inclusif, où des militants de différents horizons peuvent se réunir et partager ce qui leur tient à cœur. Des sujets sur lesquels habituellement nous ne travaillons pas. Je pense que c'est la première fois où on organise un événement et on parle du renforcement du mouvement. Nous travaillons pour les autres, nous travaillons sur des thématiques, mais personne ne se préoccupe de savoir dans quelles conditions est-ce que nous travaillons, avec quels moyens est-ce que nous travaillons, quels sont nos défis propres, quelles sont nos difficultés, comment est-ce qu'on peut nous venir en aide. Le bailleur vient et dit, tu veux faire un atelier, tu veux organiser un panel, tu veux organiser un symposium, tu veux faire une activité de sensibilisation. Je te donne exactement de l'argent pour ça. L'appui institutionnel qui vous permet de tenir votre organisation jusqu'à avoir ce projet qui vous permettra de continuer d'exister au-delà de ce projet. Il dit, bon, à la limite, quand vous avez des bailleurs très gentils, il vous donne quelques pourcentages de son argent pendant la durée du projet. Qu'est-ce qui se passe avant le projet? Qu'est-ce qui se passe après le projet? Ce n'est pas notre préoccupation, mais c'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté du travail que nous faisons. Le modèle d'organisation que nous avons hérité fait qu'on vous dit, si vous êtes, le modèle d'organisation, c'est association. Association, président, secrétaire général, trésorier. Mais attention, c'est une organisation sans but lucratif, vous n'avez pas droit au salaire. Comment on peut travailler, faire ce travail que nous faisons? Même le fait de monter un projet, même pour générer le rapport financier, c'est du travail. C'est beaucoup de travail ce que nous faisons, mais nous le faisons bénévolement. Et on se plaint parce que les choses ne sont pas suffisamment structurées, vous n'avez pas de manière de procédure, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas... Comment on fait pour construire une organisation, pour faire vivre une organisation, pour renforcer le système interne qui nous permet de nous projeter dans la communauté des institutions comme une institution, quand les moyens n'y sont pas. Et je pense que c'est un cercle vicieux que nous devons trouver la manière de casser, de rompre, et de trouver la manière de dire à ceux qui nous utilisent pour promouvoir leur agenda. Parce que qu'on le veuille ou non, hein, nous faisons le travail des bailleurs. Parce qu'un gouvernement veut travailler dans tel domaine, il met l'argent. Et dès qu'il met l'argent, il lance un appel à projet. Vous allez monter de petits projets pour promouvoir cet agenda-là. On a posé la question un jour au sein d'une réunion de bailleurs qui fixe l'agenda pour le mouvement des femmes. Aucun d'eux ne veut oser dire que c'est nous qui fixons l'agenda. Il dit, c'est vous qui... Non, on le dit, c'est pas nous. C'est vous qui fixez l'agenda parce que dès que vous décidez que votre argent va financer telle thématique, toutes les organisations, même celles qui n'avaient pas au départ l'idée de travailler sur cette thématique, à cause du fait d'avoir un peu de ressources, sont obligées d'éditer leurs documents internes pour commencer à travailler sur cette thématique spécifique. À quel moment est-ce que nous serons en mesure de travailler sur ce qui nous tient à cœur? Actuellement, Davos tient beaucoup à cœur au professeur Ndiro, un certain nombre de membres au sein de notre réseau. Mais s'il n'y a pas d'argent pour Davos, alors on va mettre Davos en suspens, parfois pendant 10 ans,
parfois ça n'aura jamais On va lieu. prendre un autre, on prendra un autre pays, on prendra un autre village de chez nous et non pas Davos. Hein? On l'appellera autrement. Je voulais te dire, Massan, qu'on est en train de déborder sur le temps et le panel doit commencer. Termine, s'il te plaît, si tu veux bien conclure. Merci, merci beaucoup, Ndioro. Donc, ce forum est un espace ouvert qui nous réunit et qui nous permet de soulever des sujets qui nous tiennent à cœur. Cette thématique parle du renforcement de nos réseaux et du réseautage pour le leadership transformatif. Et pour être des leaders forts, il faut forcément travailler en groupe. Et pour travailler en groupe, il faut des ressources. Donc, nous allons essayer d'aller taper aux portes et de pouvoir disponibiliser les ressources et de trouver la manière de pouvoir faire éclater les barrières pour permettre que le travail que nous sommes en train de faire, les réseaux que nous sommes en train de construire se renforcent, se maintiennent et nous survivent. Merci beaucoup, Ndioro. Merci à tous. Merci. Merci infiniment, Massan. Nous allons revenir dans tout ça, puisqu'on aura des groupes de travail de toute façon pour ça. Nous allons donc commencer vraiment le vif du sujet. Chacun d'entre nous a dit ce qu'il pensait des capacités du réseautage et ce qu'on peut en faire, ce qu'il est en train d'en faire. Mais je pense que le Forum Génération Égalité aussi a beaucoup insisté sur la force des coalitions et des réseaux. Mais je vais donner la parole à Ndeye Marie Fall, notre présidente de la COING. Je vous ai dit que la COING regroupe tout, y compris le RFEFH, et au sein de la COING. Ndeye, vous avez la parole. Le micro. Le micro. Le micro n'est pas ouvert. Le micro n'est pas ouvert. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui. Merci, oui. merci Ndioro, merci beaucoup. Je remercie évidemment les organisatrices de cette initiative. Je tiens donc à leur dire combien je la considère belle et importante. Et évidemment, toi, ma petite sœur Ndioro, puisque c'est toi qui ferraille depuis un certain nombre d'années pour tenir le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes sur pied. Et je vous remercie donc de m'avoir donné l'opportunité de suivre aussi les travaux, parce que hier, toute la journée, j'ai suivi les travaux, fort intéressants, et l'honneur de m'adresser à ce forum qui est déjà un succès. Ndioro, je t'ai entendu à la fin parce que mon réseau est très instable, ainsi que Madeleine. Je vous ai entendu et je pense que Madeleine a dit l'essentiel en ce qui concerne la francophonie en tant que telle et ses relations avec la société civile. Mais moi, j'ai pris le parti de ne pas parler du réseau que constitue la conférence des ONG accréditées auprès de la francophonie, que je préside depuis septembre 2018. Et en écoutant Massan, vous comprendrez, je l'espère, ce choix. Ce ne serait pas un exemple facilement exploitable pour un partage de bonnes pratiques transformatrices et vertueuses. De par la disparité des attentes, des missions, des objectifs et fonctionnant en milieu intergouvernemental, les vrais enjeux ne sont pas toujours explicites. Et malheureusement, on confond trop souvent francophonie et France-Afrique. Alors, je ne veux pas entrer dans ce débat, et c'est pour cette raison que je ne prendrai pas la COING pour parler de la généralité de ce que signifie avoir des réseaux forts. Alors, ayant constaté que le réseautage d'entités principalement de femmes a pu réunir de très nombreuses organisations de femmes à travers l'Afrique et ses diasporas, je suis persuadée que nous sortirons de cette rencontre avec à notre disposition un outil d'échange et de partage, mais surtout un cadre privilégié qui va nous permettre de déconstruire et reconstruire les narratifs qui se sont imposés à nous et élaborés sous d'autres cieux, pour d'autres réalités, même si la lutte pour la cause des femmes peut sembler similaire dans la généralité et un peu partout dans le monde, tout simplement par le fait que les puissances qui ont envahi les autres continents du monde partageaient les mêmes valeurs eu égard au rôle des femmes chez eux. Ces puissances ont ainsi transmis cette vision-là au peuple de ces contrées lointaines conquises, en nous dévêtissant progressivement et à notre insu, nous, Africaines, de nos droits fondamentaux dans le cadre de nos traditions.
J'inclus dans la catégorie des envahisseurs la culture arabe qui, par le truchement de la religion musulmane, s'est tellement bien installée qu'un grand nombre de pays africains arabisés, quand ils ne sont pas devenus arabes, oublient qu'ils sont africains d'origine. La déconstruction commence par ces constats que bien trop souvent on oblitère, car plus facile, par évitement de la controverse, des clivages ou pire des mises en accusation ou menaces. L'histoire a définitivement une place prépondérante qu'il nous faut prendre sérieusement en compte si nous voulons que les lignes bougent réellement et durablement. Cela ne peut se faire qu'en étant ensemble, car comme je l'ai entendu toute la journée d'hier, ensemble, nous sommes plus forts. Et j'ajouterai, ensemble, nous vaincrons l'ignorance, la marginalisation, l'oppression et l'exploitation des femmes, mais aussi des peuples sous toutes les formes. Ensemble, cela veut dire en mutualisant nos forces, nos ressources, toutes les ressources, intellectuelles, techniques, financières, etc. Je ne vais pas dire humaines, car comme cela a été mis en lumière lors d'un débat hier, il nous faut remettre l'humain au centre de nos préoccupations et décisions. J'espère que nous nous rendons enfin compte, par ce que j'ai entendu de Masson, que la globalisation a fait de nous, humains, des ressources au service du capital, comme n'importe quel combustible, pétrole, gaz ou charbon, et nous l'avons accepté. Phénomène très bien expliqué par le jeune La Boétie au début du XVIe siècle dans son discours de la servitude volontaire. Par ailleurs, je constate avec plaisir, en tant que personne âgée, et me félicite de voir que nous sommes sur la bonne voie pour nous réapproprier notre patrimoine immatériel en mettant au cœur du débat de ce forum l'importance de l'intergénérationnel. Cette nécessité impérieuse de reconstruire les ponts essentiels entre générations devrait nous mener aux sources des méthodes de conciliation de nos sociétés de tous les âges, où effectivement la chaîne de solidarité englobait toutes les parties de la communauté, où chacun avait sa place et son rôle. Je considère que qui je suis aujourd'hui doit beaucoup à ma complicité avec ma grand-mère. Je ne dis pas que c'était parfait, loin de là. C'était cependant une construction de partage et de mutualisation qui a fait ses preuves avec ses faiblesses, bien entendu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car le temps passe et je souhaiterais toucher un peu l'ODD 17, qui, bien que le dernier de la liste des ODD établis par les Nations Unies afin de réduire, à défaut d'éradiquer les injustices, est essentiel. Ainsi, la grande ambition des ODD s'articule autour d'une coopération et de partenariats mondiaux solides, partenariats inclusifs nécessaires pour un programme de développement durable réussi et construit sur des principes et des valeurs, une vision commune et des objectifs communs qui veulent placer les peuples et la planète au centre, donc considérés par l'ONU comme nécessaires au niveau mondial, régional, national et local. C'est en privilégiant ces divers partenariats qu'elle compte arriver à mettre en œuvre efficacement et durablement les 16 autres objectifs, ainsi transformer nos sociétés vers une gouvernance plus vertueuse. Il est ainsi prouvé que ce n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une réalité prégnante que l'union fait la force. Nous le savons depuis la nuit des temps. Mais comme le fait ressortir Betty Lehman Harragan dans son livre « Games Mother Never Taught You », jeu que votre maman ne vous a jamais appris, traduction libre, le monde des hommes, surtout celui de l'entreprise en Occident, du travail de la majorité au service d'une minorité et de la hiérarchie, est un monde codifié avec un langage commun verbal et corporel, spécifique et forgé en complicité dans le cadre du service militaire et ou au sein des équipes de divers sports. Qui dit équipe dit groupe d'individus partageant une même activité, une même préoccupation, une même vision, un même objectif et j'en passe. Donc, une certaine cohésion excluant tous les autres. En Occident, ce sont les hommes qui avaient, que dis-je, qui ont toujours ce pouvoir. En Afrique, dans bien des communautés, chaque groupe d'âge avait son ou ses pouvoirs. Nous avons perdu tant de choses précieuses dans le récit du chasseur à la place de celui du lion. Il n'est cependant pas trop tard, car comme l'écrivait Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
Merci Ndeye-Marie, très bien, ça nous inspire ce que tu viens de nous dire. Nous y reviendrons certainement dans nos réunions du RFEFH. Nous allons donner la parole à une des personnes aussi, un membre de notre réseau qui nous est très très cher. Et c'est d'elle qui est partie d'ailleurs toute la réflexion sur le leadership transformatif entre les générations, dans un même groupe et entre les générations. Je veux parler de Soukaina Bouraoui, la directrice de Kautar, qui nous accompagne avec des idées absolument brillantes et novatrices. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin. Ma chère Soukaina, tu as la parole. Merci beaucoup, Dioro. Et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous. Et je suis très sensible à ce que vient de dire Ndeye-Marie Fall, parce que je partage beaucoup de ces idées. Je me demande simplement si, quelle que soit la force de notre réseau, on peut les mettre en application. Parce que l'histoire, justement, montre que l'histoire du chasseur est quand même plus importante parce qu'il a un fusil aussi. Donc, il y a à réfléchir sur deux concepts. Le concept de leadership transformatif, bien sûr, mais je voudrais aussi commencer par introduire ce concept qui a été à la base des forums et de ce que j'ai entendu jusque-là, c'est l'intergénérationnel. Et moi, je n'aime pas beaucoup ce mot, parce que le mot intergénérationnel, c'est un vide entre deux choses. C'est comme si on était assis entre deux chaises. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Lorsqu'on parle, quand j'entends particulièrement chez les bailleurs de fonds et par les grands de ce monde, quand je les entends dire il faut laisser la place aux jeunes, c'est comme si ça voulait dire enterrer les vieux. Et quand on parle d'intergénérationnel, on parle d'un moment de vide entre les vieux, les moins jeunes et les plus jeunes. Or, je crois que ce que disait Ndeye maintenant, c'est le lien. C'est ce que nous apprennent nos grands-mères et c'est le respect que nous leur devons qui fait défaut aujourd'hui à l'Occident. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais est-ce que c'est le prix de la modernité que d'oublier ses grands-mères? Voilà. Moi, je voudrais vraiment dire que l'intergénérationnel, c'est pas de mettre, et je suis très à l'aise, je vous dirai pourquoi, ce n'est pas de mettre un jeune à la place d'un vieux. Moi, je demande à partir de l'institution que je dirige depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis la révolution tunisienne, ça veut dire depuis 10 ans. Depuis 2011. Finalement, mon conseil d'administration a accepté et je vais partir. Mais je ne vais pas partir. Je vais rester ami de mon institution. Je vais rester membre volontaire de mon institution. Je travaillerai autant. Je n'ai pas envie de faire certaines tâches administratives et je pense aussi qu'il est temps qu'on parte pour faire autre chose. Mais ce n'est pas partir, ça ne veut pas dire prendre une retraite et faire du tricot. Et je crois que l'intergénérationnel, c'est vraiment comment créer le lien, pas pour passer une recette de cuisine parce que ma maman et surtout celle de mon mari fait le meilleur couscous du monde, mais c'est d'inventer sa propre recette en se basant sur les recettes de ses mères. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. L'intergénérationnel, ce n'est pas un vide, c'est un lien. Et je crois que ce lien qui lie les deux générations, ou les trois, ou les quatre d'ailleurs, parce que les jeunes doivent aussi s'occuper de leurs plus jeunes, de leurs enfants, et de leurs petits-enfants eux aussi. Je crois que c'est la même chose pour le leadership transformatif. Ce que je veux dire, c'est que le leadership transformatif, c'est un concept qui n'est pas du monde des droits des femmes, il vient d'un autre monde, du monde de la transformation. Puis il a été adopté par les Canadiens, Affaires mondiales canadiens et Oxfam pour l'appliquer un peu aux droits des femmes. Et finalement, la leçon, c'est qu'on ne peut pas transformer les autres et on ne peut pas transformer la société ou le groupe dans lequel on est si on ne sait pas transformer soi-même. C'est impossible d'être un leader. Pourquoi ajouter transformatif? Un leader, ou il est transformatif ou il ne l'est pas. Et donc, mais ce qu'on va ajouter avec le leadership transformatif,
c'est qu'un leader qui se transforme et transforme sa communauté. Il ne transforme pas le monde, il transforme sa communauté, c'est-à-dire son groupe. C'est-à-dire que nous, quand on a un Dioro, si elle est leadership transformatif, elle nous transforme. Et je crois que c'est un peu ça ce que nous avons la chance d'avoir avec le Dioro. Et donc, c'est une histoire que je vais vous raconter d'une expérience, d'un projet qui est justement comment nous avons pu, dans mon institution, grâce à un projet d'un bailleur de fonds canadien, pu obtenir un résultat très intéressant pour les femmes parce qu'elles l'ont adopté, elles se l'ont approprié. Mais nous avons eu besoin d'avoir un peu d'argent quand même de ce bailleur de fonds qui se trouvait être Oxfam. Et ce qu'on voulait faire, c'était, nous avons pris un groupe de femmes qui est déjà constitué en groupe de développement agricole à 80 km de la capitale. J'ai même donné une carte, si on peut partager l'écran, vous allez la voir. C'est une région qui avait été vraiment très, très touchée par des inondations. Et on voulait que ce groupe de femmes, non seulement renforce ses capacités de production, non seulement renforce ses capacités de commercialisation, donc sur le plan technique, mais nous, on voulait qu'elles participent comme citoyennes à la budgétisation de leur municipalité. Et elles n'avaient jamais franchi le pas de la municipalité, elles n'avaient jamais tapé à la porte, et elles n'avaient jamais, ça leur venait même pas à l'idée de pouvoir avoir une voix qui porte dans cette petite municipalité, dans cette ville où il y avait à peu près 45% de femmes et 55% d'hommes. Alors, c'était donc appuyé par Oxfam en 19 que nous avons commencé pour dire comment ces femmes, une quinzaine, une vingtaine, elles étaient 25 au départ et 15 à la fin, comment elles pouvaient acquérir un leadership transformateur en même temps individuel et collectif et devenir ensemble, c'est ce qu'ont dit les dames précédentes, une force de changement pour le bien-être de leur communauté. Et donc, de manière concrète, comment ces femmes qui n'avaient jamais entendu parler de budget municipal allaient donner leur voix et influer sur le budget municipal? Et comment allaient-elles acquérir la confiance nécessaire pour influencer des changements à leur avantage et à l'avantage de leur famille? Alors, à travers une série d'ateliers, de groupes de discussion, mais en même temps des ateliers de renforcement de self-esteem, de confiance en soi et de techniques de production, ces femmes rurales d'un GDA, d'un groupement de développement agricole, ont été en mesure, premièrement, de reconnaître et d'identifier leurs besoins individuels et collectifs, de détecter quels étaient les problèmes et les obstacles qui les empêchaient de participer aux travaux de la municipalité, d'avoir, voir vraiment comment leurs compétences pouvaient être améliorées, comment pouvaient-elles et avec quels moyens avoir de meilleurs produits comment commercialiser et comment prendre compte des risques climatiques puisqu'elles sortaient d'une période d'inondation et l'année d'après, c'était la sécheresse. Alors, elles avaient besoin de trois choses. Elles avaient besoin d'un local pour travailler parce que, voilà, elles n'arrivaient pas à avoir un local pour se regrouper et pour mettre leurs produits à l'abri. Et la présidente de ce groupement, qui s'appelle Houyem, eh bien, elle s'occupait toute seule de la question du local. Elle n'a pas arrêté d'en parler autour d'elle. Elle allait voir le ministère de l'Agriculture. Elle a même été voir une fois la maire, parce qu'il y avait une femme maire. Elle avait écrit beaucoup de courriers, évidemment, tous restés sans réponse. Alors, après les ateliers, quelques-uns, on s'est dit, mais pourquoi c'est elle? Parce qu'elle est présidente qui doit tout faire. C'est un peu comme si Bureau faisait toutes les communications aujourd'hui. Alors, elles se sont organisées en deux comités. Un qui regroupait les femmes les plus scolarisées, qui allaient s'occuper des papiers à fournir, des formalités administratives, d'aller voir un peu l'administration avec toute la bureaucratie qu'on a héritée de la France. Et puis l'autre comité, lui, il allait s'engager à participer à toutes les réunions de la municipalité qui étaient ouvertes aux citoyens. Chaque fois qu'il y avait une réunion, quelle que soit la raison de la réunion, il y en avait toujours une qui représentait le groupement et qui assistait et qui prenait la parole pour dire « mais nous, le groupement de ceci et de cela, nous pensons que nous devons faire ceci et cela, etc. » Et puis, à force de se répéter, de voir que ce groupement était là avait une présence importante physique, on a fait attention à elles et elles ont commencé à vraiment se rendre compte qu'elles pouvaient peut-être
au départ embêter un peu et ensuite être admises et ensuite influer sur les décisions du conseil municipal. Alors, en fait, elles se sont rendues compte, et ça c'est leur mot que j'utilise pour le dire, elles ont dit, mais finalement, on a compris une chose, le changement, c'est notre changement de posture. Nous sommes devenus des influenceuses, comme celles qui utilisent Instagram. Nous avons des pouvoirs, on a changé, au lieu de faire du pouvoir sur, nous sommes maintenant dans une posture de pouvoir beaucoup plus collaborative, c'est le pouvoir avec. Et cela va développer une force collective, parce qu'elle va justement reposer sur l'entraide, la solidarité, la collaboration. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a commencé à inviter leurs conjoints à nos réunions. Ils sont venus. Au début, ils n'étaient pas contents. Et puis, on leur donnait la parole. Et petit à petit, ils se sont vraiment mêlés de nos affaires et ils se sont même partagés certains travaux qu'ils ne faisaient jamais à la maison et qu'ils ont commencé à faire. Et donc, à la fin de 6 mois, et seulement 6 mois d'aide, d'entraide et de formation, eh bien, avec ce leadership transformatif, on est arrivé à faire en sorte qu'elles soient régulièrement présentes lors des réunions municipales, qu'elles ont discuté la budgétisation de l'année, qu'elles ont exprimé et obtenu un local. Deuxièmement, elles avaient besoin d'un transport public pour faciliter leur déplacement entre la petite commune qui s'appelle Mamoura et leur terrain agricole qui était plus loin, et surtout le déplacement de leurs enfants entre Nabeul, la plus grande ville, où les enfants avaient classe. Et les enfants qui avaient classe faisaient des kilomètres, ou bien ils prenaient des petites charrettes, ou ils prenaient du transport local, alors que le transport public, le bus, passait à 10 kilomètres. Et elles ont pu obtenir une déviation du transport public pour que le bus aille jusqu'au village pour pouvoir prendre les enfants. Et ces enfants pouvaient donc désormais être pris en charge par un bus public dans la sécurité. Et puis, troisièmement, ils sont arrivés à avoir les chemins qui amènent au champ un éclairage public pour garantir leur sécurité et qu'il y ait moins de risques pour les jeunes filles qui, évidemment, préféraient rentrer trop tôt pour ne pas être embêtées sur le… Et vous savez qu'une lumière, un projecteur dans une rue vaut mieux que 5 policiers. Parce qu'évidemment, les malfaiteurs préfèrent travailler dans l'obscurité. Donc, grâce à cette démarche que nous avons entamée en 6 mois, eh bien, nous avons vu que ces femmes qui aujourd'hui sont réellement autonomes et elles vendent leurs produits beaucoup plus qu'avant et elles sont dans de meilleures conditions, elles ont obtenu quelque chose qu'elles m'ont traduite de cette manière. Elles m'ont dit, nous étions des mères de famille et aujourd'hui, nous avons la prétention d'être les mères AI de nos villes. Et je crois que ça, c'était quelque chose d'intéressant et je voulais vous transmettre ça parce que la même expérience, moi, je suis dans des petits projets, la même expérience, on l'a faite en Côte d'Ivoire, dans 3 lieux, et on a eu exactement le même résultat parce que ces femmes-là ont compris qu'être ensemble pouvait, non peut-être changer le monde, sauf si c'est à Davos, et encore, même Davos ne change pas le monde, mais elles pouvaient quand même changer leur communauté. Alors moi, je crois que le leadership transformateur nous transforme et dans un réseau, il peut faire du réseau vraiment un vecteur de changement. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo, Soukaina. On s'est beaucoup inspiré de ce que tu nous as dit et tu nous le dis depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je pense que si la pandémie nous laisse le temps et l'opportunité, nous allons pouvoir mettre à profit l'expérience tunisienne dans nos autres pays. On l'a déjà en Côte d'Ivoire. Imaginez que nous, tout autour de ce réseau, chacune de nous aide 15 femmes et les rende autonomes et influentes dans leur communauté. Absolument, et nous allons le faire. Et nous allons le faire. Au bout de 6 mois, de manière parallèle, les 15 ou les 20 que nous sommes, nous rendions compte des changements obtenus. Moi, je pense que les fonds qui sont théoriquement à notre disposition devront être des serviteurs de notre cause.
Parce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup, Soukaina. Merci infiniment et bravo. Et je crois que Maïmouna Diouf de Enda reviendra là-dessus. On va donner la parole à Nour. On n'a plus beaucoup de temps. Hein. On a Nour à écouter, Maïmouna et Fatma à écouter avant de prendre quelques réactions de la salle. Parce que je pense que maman n'est pas là aujourd'hui. Oui, oui. Merci, Dioro. Nour, à toi. Tu as eu des difficultés de connexion, il me semble. Oui. J'ai eu un problème de connexion. J'essaie de faire le maximum. Là, l'électricité est revenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors moi, j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un peu à la suite de ce que notre chère Soukaina vient de dire, parce que je me suis concentrée sur le renforcement du rôle des organisations de la société civile dans la promotion des opportunités des femmes. Et partager en même temps l'expérience qu'on a eue avec le réseau sur Madagascar. Alors, lors du forum Génération Égalité, toute l'équipe du réseau, du bureau est intervenue. Et les propos de Dioro et de Soukaina en particulier, exactement, leurs propos vraiment a été, c'était dans le cadre de la coalition Mouvement Féministe et Leadership. Ça a vraiment contribué, l'intérêt et l'engouement des femmes des régions sur le sujet, des régions de Madagascar. Elles étaient nombreuses à y assister et ont exprimé leurs besoins en renforcement de capacités de réseautage auxquels nous avons déjà commencé à réfléchir et à proposer avec l'implication du réseau du RFEFH. Alors, au cours de ce forum, donc, tout le monde a adhéré parce que même le discours, même sur le leadership transformatif que Soukaina vient de dire, ça a suscité pendant des semaines et des semaines, ça a suscité des discussions et tout le monde a adhéré à certains engagements que je veux vous citer. Ça résout un peu la question qui a été l'intervention que j'ai entendue tout à l'heure. Et tout le monde en dit qu'on veille. Là, on va susciter toutes les organisations de femmes. On a monté un projet qui va impliquer vraiment la coalition et beaucoup d'organisations pour essayer de toucher les femmes des régions et mettre en place ce que tu viens de dire. On va en même temps engager les femmes, on va former parce que nos élections seront en 2023, mais notre objectif c'est de susciter des femmes pour devenir des leaders dans leur domaine d'intérêt, pas forcément pour les élections, mais aussi pour les élections. Donc là, on est en train de monter parce que tout le monde adhère à tout le monde a convenu qu'on doit veiller à ce que l'adhésion de tout le monde dans ce mouvement commence par nous-mêmes, comme on dit. C'était même l'objectif même de leadership transformatif, garantir, faire que ce mouvement-là accélère l'accès et la participation des jeunes filles et des femmes tant rurales qu'urbaines, parce que aux décisions de la cité touchant leur développement, etc. Mais on va alimenter ces femmes-là par des formations en utilisant même les formes les plus basiques, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont frappées par la fracture numérique. Donc, c'est l'alimentation par des plateformes d'information et réseaux sociaux, même les plus basiques. Mais on va former, il y a déjà toute une organisation qui se met autour. Donc, je peux partager à tout le monde, mais c'est un peu un rôle. C'est de faire émerger vraiment de femmes leaders, quel que soit leur niveau, comme elle l'a dit. Hein. Soukaina, ça s'est passé à tout le monde. Hein. Tout le monde a compris et on s'est donné la main. Et je vais partager même le projet au réseau parce que aussi bien Soukaina que Dioro se sont portés volontaires pour nous aider dans ce processus, mais on va procéder autrement. On a déjà fait la formation des femmes en politique, etc. Mais cette fois-ci, c'est le leadership transformatif que tu viens de développer qu'on va mettre au centre de nos intérêts. Il y a déjà les autres organisations dont nous faisons partie qui font les formations en politique, mais là on va susciter ton idée là de former au moins 15 femmes autour de nous, etc. C'est toute une stratégie qu'on peut partager, mais je pense qu'avec le temps qui m'est donné, je ne peux pas aller plus loin,
Je pense que j'ai terminé mes 7 minutes ou j'ai encore un peu le temps. Oui, Nous allons nous en tenir à ce que tu as dit parce qu'on va Oui, se retrouver de toute voilà. façon à Merci, partir de hein. la semaine Mais on prochaine continue sur pour la mettre en lancée, hein, synergie ce qui avec a le été fait. réseau francophone et tout le monde. Absolument, absolument. Bravo, hein, ça a été apprécié. Merci. Merci à toi aussi d'avoir fait l'effort. Et on sait à partir de Madagascar. Nous allons donner la parole à Maïmouna de Enda Energy, qui travaille avec Pauline. Elles sont toutes les deux membres donc RFEFH et elles représentent Enda dans le réseau. Et Maïmouna, vous travaillez avec la communauté de base. Nous souhaiterions que vous construisiez sur ce que Soukaina a dit et que vous nous donniez l'expérience aussi que vous êtes en train de vivre à la base dans le cadre du réseautage et des coalitions qui se forment dans le secteur du développement. Prenez la parole. Merci beaucoup, professeur Ndiaye. Merci également aux organisateurs de ce forum. Donc, moi, Maïmouna Diouf, comme le professeur l'a présenté, je représente le réseau Enda Tiers-Monde. Donc, ma présentation va porter sur le rôle des leaders d'opinion dans l'accès aux services énergétiques. Mais là, vu l'importance du secteur, parce que les services énergétiques, c'est large, mais je vais m'appesantir davantage sur les équipements de cuisson. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et là, c'est du vécu en milieu rural. Mais avant cela, juste rappeler que nous sommes dans un contexte où il y a une contribution de la mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre les changements climatiques en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, si on met en avant ces technologies de cuisson, qui est les foyers améliorés, parce qu'on sait qu'en milieu rural, la plupart des communautés, des femmes, utilisent les foyers à 3 pierres, ça existe toujours, à 3 pierres, les foyers malgaches. Donc aujourd'hui, si on met en avant ces technologies et on le développe avec le système de réseautage, les coalitions, là, ça va faciliter l'accès aux femmes en milieu rural. Donc nous sommes également dans un contexte où il y a la croissance démographique et donc comprenez par là qu'il y aura une hausse de la demande de combustibles domestiques, donc à savoir le bois énergie, donc le charbon de bois. Donc aujourd'hui, on sait qu'en milieu rural, les femmes, ils font des kilomètres pour avoir ce bois de chauffe. Et ça, malgré ces difficultés-là, les femmes, il y a toujours des efforts à redoubler, en tout cas au milieu rural. Et en dehors des corvées que ça amène, ça entraîne pour les femmes, il y a aussi l'aspect, le couvert forestier des pays, parce que ça ne concerne pas seulement le Sénégal, plus il y a la déforestation, et là, on doit mettre l'accent sur à mettre en place des technologies qui vont permettre de réduire l'utilisation de ce bois énergie-là. Et toujours dans ce contexte, on remarque qu'en milieu rural, il y a toujours une faible transition vers les équipements de cuisson propres. Donc, les femmes sont toujours, la plupart des femmes utilisent toujours les foyers à 3 pierres, les foyers malgaches, et qui consomment beaucoup de bois énergie. Et on sait tous les inconvénients qui sont derrière ces technologies traditionnelles, à savoir la fumée que dégagent ces foyers. Ils utilisent beaucoup de bois, mais également la corvée, le temps de cuisson. Et là, quand on met en place des technologies qui permettent aux femmes de cuisiner de manière propre, mais également de protéger, ça a un impact sur la protection de leur santé, vu qu'il y aura une réduction de la fumée. Et donc, n'oublions pas également qu'au niveau international, également, nous avons des engagements internationaux. Et là, les politiques, la contribution à la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales des pays, notamment les politiques sectorielles, les contributions déterminées au niveau national. Ne serait-ce que le CDN du Sénégal, en 2018, vise à 8 millions de foyers améliorés d'ici l'horizon 2030. Et là, jusqu'à présent, nous, on est toujours dans ces diffusions. On espère que on va atteindre ces objectifs-là.
parce que c'est un programme en cours. Nous avons un programme en cours sur la promotion d'une cuisine respectueuse du climat. C'est un programme national, mais nous, au niveau d'ENDA, on gère 5 régions. Et là, nous envisageons d'atteindre au moins 2606 villages, parce qu'on sait que c'est le milieu rural qui est plus concerné, et réduire vraiment la corvée des femmes. Et pour venir au vif du sujet, notamment sur le rôle des leaders d'opinion dans l'accès à ces technologies de cuisson, surtout en milieu rural, là, nous travaillons avec des plateformes, des réseaux de femmes, des coopératives de femmes, notamment à Saint-Louis, Kolda, où là-bas, les femmes sont déjà organisées en plateforme. Ils sont représentés au niveau des villages à travers des GIE et donc des coopératives. Et là, aujourd'hui, si on vient dans une région, c'est la plateforme, on passe par la plateforme. Et la plateforme, quand on descend sur les villages, il nous met en relation avec les groupements de femmes. Et là, c'est des leaders qui, lors des activités, parce que c'est une technologie qu'on veut mettre en avant, quand on veut mettre une technologie en avant, il faut à l'avance sensibiliser les populations. Donc, cette sensibilisation-là, nous avons besoin de ces leaders d'opinion qui peuvent apporter une transformation au sein de leur communauté. Alors, c'est par là que nous organisons des activités de démonstration culinaire, des activités d'animation, vente. Et là, les leaders d'opinion, quand ils prennent la parole pour expliquer les avantages, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, à l'avance, on les encadre, on les forme sur l'avantage de la technologie. Et là, les leaders d'opinion, quand ils prennent la parole, notamment les femmes, parce que nous travaillons plus avec les femmes, on sait que quand on parle de cuisson en Afrique, ça concerne plus les femmes. Et on les explique les avantages. Et lors des activités de démonstration qu'on déroule au niveau des villages, ce sont ces leaders d'opinion-là qui assurent la sensibilisation à notre place. Et donc, nous, on les assiste. Et là, par exemple, quand je donne un exemple sur les foyers améliorés à bois, là, il permet d'économiser 260 à 480 kg de biomasse. Vous savez ce que ça peut amener en termes d'économie d'énergie, de temps, mais également sur la protection de nos couverts forestiers. De même que pour les foyers améliorés à charbon comparés aux foyers traditionnels ou fourneaux marquage, ça fait 1310 à 1500 kg d'économie d'énergie. Ça, c'est énorme et c'est important. Pourquoi aujourd'hui on devrait vraiment mettre ce focus sur des problématiques qui concernent vraiment les femmes en milieu rural, parce qu'il y a des femmes leaders dans ces milieux-là qui peuvent porter les problématiques. Et là, c'est des réussites parce qu'en 3 mois, depuis le projet a démarré, depuis il y a de cela 5 mois, on est à 5000 FA introduits. Et pourtant, ce sont ces réseaux-là qui ont porté la problématique. Ils ont sensibilisé les populations. Et là, c'est des cotisations parce qu'on sait qu'en milieu rural, les moyens parfois ne suivent pas. Donc, eux, ils font des cotisations mensuelles ou bien hebdomadaires, même si 200 à 500, c'est pas petit parce que chaque fin du mois, il peut y avoir des femmes qui ont accès à ces foyers. Donc, il y a cette solidarité également qu'on a notée dans ce milieu rural, en dehors de leadership, mais il y a vraiment cette solidarité qui, à mon avis, on doit le démultiplier, que ce soit au niveau local, national, mais également international. Donc, nous continuons de travailler avec ces réseaux-là et là, nous allons élargir cette expérience au niveau de nos 5 régions d'intervention pour une meilleure appropriation. Et là, ça va permettre de réduire vraiment les émissions et ça va nous permettre également de contribuer à l'atteinte de nos objectifs au niveau national, mais également international, parce que nous n'oublions pas que nous avons des engagements au niveau international. Et là, l'ODD7 va jouer un rôle très important en termes d'atteinte de nos objectifs. Et en dehors de cela, c'est vrai que nous faisons le focus sur les villages, le milieu rural, parce qu'actuellement, on sait que quand on parle de foyers améliorés, la plupart du temps, le milieu urbain le connaît. Mais on continue la sensibilisation pour qu'ils comprennent davantage quels sont vraiment, quels sont les avantages en utilisant ces technologies-là. Et donc, à mon avis, je tenais à partager cette approche parce que pour moi, et parfois on met en avant devant les populations des technologies,
Et alors que s'ils ne sont pas sensibilisés, si les leaders d'opinion ne sont pas impliqués dans ce processus-là, parfois c'est des technologies qui ne sont pas utilisées. Et l'utilisation, à notre avis, est très important et nous faisons le suivi pour cette utilisation. Oui. Donc, Maïmouna, ce serait bien de mesurer également l'impact de ces projets, la transformation que ça a apporté au sein de la communauté. Ça aussi, on le recherche beaucoup chez nous. Bien sûr, c'est fait. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, il y a aussi, en dehors des les femmes qui sont des leaders au niveau de leur communauté, il y a aussi l'aspect socio-culturel qu'il faut prendre en compte quand on intervient dans ces locaux. Par exemple, au niveau de la Casamance, quand on intervient dans une localité, il y a les sages, les chefs coutumiers, qui, quand on intervient dans un village, il faut les prévenir. Et eux-mêmes, ils jouent le rôle, parce qu'ils sont des personnes qui sont très bien écoutées, des personnes ressources qui sont très bien écoutées. Donc, à l'avance, si vous les approchez, vous les informez du projet, eux aussi, ils jouent ce rôle de sensibilisation, de communication pour la communauté. Et là, l'activité continue. Très, très bien. Merci infiniment, Maïmouna. Merci à toi et à Pauline vraiment pour vos contributions à partir de Enda Tiers-Monde. Notre dernière intervenante, ce sera Fatma El Khorid Umran, notre membre du RFFH également, et qui est notre personne ressource en IT et en analyse stratégique en IT. Fatma, tu as la parole. Je te remercie. Voilà. Bonjour, je vous salue toutes, chers collègues, camarades. Je salue les organisatrices de ce forum, je salue Khawes. Et bien entendu, je salue, je félicite et j'embrasse notre courageuse, audacieuse Massand Almeida, qui a pu quand même relever ce défi énorme et qui nous donne vraiment l'espoir de pouvoir faire notre Davos tant rêvé par professeur Nyoro. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment une expérience pionnière pour les mouvements de femmes que nous sommes et qui pourra servir de leçon pour les prochaines étapes de nos mouvements dans cette ère de gouvernance numérique extrêmement cruciale pour la survie et le succès de nos causes. Ce forum, on devrait en tirer les leçons. Car qui aurait imaginé une rencontre aussi grande, d'une aussi grande envergure, se dérouler entièrement en ligne et combien malheureusement de personnes, de femmes, d'hommes en sont exclus aujourd'hui et ne peuvent y participer pour la simple raison d'un problème accessibilité aux outils du numérique. Et c'est là l'objet de mon intervention. C'est que toutes ces femmes et ces hommes exclus aujourd'hui ont quoi dire, auraient pu faire avancer beaucoup plus encore les débats, mais malheureusement, pour un simple problème technique, beaucoup d'entre nous, même les plus avisés, n'ont pas pu participer comme elles l'auraient voulu. Pourtant, et ça c'est le problème, comme je le dis encore, de l'accessibilité, parce qu'il est inadmissible que dans un espace comme le nôtre, l'espace francophone, composé de pays, bon, pour la plupart quand même assez riches, malgré la précarité de nos démocraties, la corruption et d'autres problèmes comme celui de mon pays, mais il est inadmissible aujourd'hui qu'on ne puisse être sûr d'avoir accès à Internet 24 heures sur 24 heures pour assister, participer, contribuer à un forum. Il est inadmissible que nos femmes, nos hommes de la base ne soient exclus de ces débats, de ce genre d'espace à cause d'un analphabétisme numérique. Après 60 ans quand même d'indépendance, nos pays devraient pouvoir quand même lutter contre cette fracture numérique. C'est un problème qui est là depuis l'avènement du numérique, le problème d'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication et donc par conséquence au numérique. Il se pose aujourd'hui comme problème essentiel et fondamental dans sa forme d'invasion mal préparée, peu contrôlée et surtout encore pas du tout bien pensée. Invasion accentuée par des phénomènes divers comme la pandémie de la COVID-19 qui nous oblige aujourd'hui à faire ce forum à distance
écrans interposés. Alors qu'on aurait beaucoup pu gagner aussi à nous retrouver, à échanger, à créer les synergies que nous connaissons dans nos chambres d'hôtel, dans les couloirs, etc., etc. Cette faiblesse d'accessibilité dont souffre ce forum est une des principales causes de la précarité, de la résilience et de la résilience numérique, donc de milliers, de millions de personnes, dont plus d'un tiers des femmes, voire de l'exclusion dans l'impossibilité de travailler en réseau, de créer des réseaux, des synergies, de s'informer, de s'auto-former, de transformer nos produits, d'accéder à nos documents d'état civil, nos comptes d'épargne, sans l'appui de quelqu'un d'autre, en toute autonomie, en toute indépendance. D'où une nouvelle forme d'aliénation, de soumission, voire de violence. Et c'est dommage, vraiment. Donc, j'estime que il serait, tout ceci accentue, donc j'ai dit les fossés, en plus du fossé social, économique, ce fossé numérique dont les prémices sont là depuis plus de 20 ans avec l'avènement d'Internet, mais qui n'a jamais été pris vraiment concrètement pour être résolu. Toujours, oui, les femmes sont analphabètes, oui, le monde rural, oui, le problème d'électricité, oui, le problème de connexion, etc. La fracture numérique de genre est aggravée, accentuée par des phénomènes liés à cette fameuse pandémie, mais aussi à ses variantes, les impératifs, on l'a vu, de la distanciation, mais aussi des conséquences autres, télétravail, etc., etc. Tout ça a amené indéniablement le fossé des inégalités de toutes sortes dans tous les domaines, mais surtout celui de la numérisation et de la digitalisation qui constitue aujourd'hui un impératif de développement, mais aussi de droit, de démocratie, voire de survie. Aussi, il est impérieux, voire urgent d'appréhender l'avenir de manière plus pragmatique, moins politicienne et sincèrement inclusive et globale pour une résilience effective, juste et durable pour tous, mais surtout pour les femmes. Résilience qui promeut et renforce, entre autres, la participation et l'autonomisation des femmes de manière générale et francophone de manière particulière, les femmes anglophones étant plus outillées que nous, mieux développées dans ce domaine, puisque l'alphabétisation numérique est beaucoup plus avancée dans cet espace anglophone. La promotion de la création d'applications et de logiciels libres est très, très, très encouragée, voire financée, etc., etc. Entamer et encourager pour nous dans toute urgence des politiques d'alphabétisation numérique. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait du budget, il faut qu'il y ait des politiques, des stratégies d'alphabétisation numérique. Non pas à la base, mais même en intermédiaire. Nous qui pensons pouvoir être à l'aune de technologie, mais on a eu des problèmes aujourd'hui face à ce forum, à la participation à ce forum. Donc, il faut vraiment renforcer cette alphabétisation pour ne pas nous laisser à la traîne. Et nos sœurs dans le monde rural, nos sœurs analphabètes, plus encore. Et ce n'est pas rien ne les exclut, parce que les technologies, ça utilise la voix, ça utilise les langues nationales, ça utilise le digital, le tactile. Aucune excuse n'est désormais acceptée pour exclure encore plus les femmes. Les femmes rurales, nous l'avons vu à travers le monde, maîtrisent les outils Internet, les outils, les réseaux sociaux, les technologies de transformation, etc., quand elles sont appuyées, quand il y a des politiques transparentes, inclusives et vraiment réalisables, bien pensées et bien adaptées au contexte locaux. Donc, pour ne pas trop prendre du temps, je sais qu'on est à la fin, je voudrais juste aussi insister sur le fait qu'il est important aussi qu'on demande comme recommandation de ce forum cet aspect de numérisation, parce que la gouvernance aujourd'hui, elle est à l'ère numérique. Elle est à l'ère numérique. Il ne faut pas qu'on soit encore exclu, plus fortement encore. Il faut que les choses soient prises en main. Il faut qu'on soit numérisé. S'il vous plaît, Chafiatou. Oui, Madame Sani, arrêtez votre micro, merci. S'il te plaît, Fatma, tu peux conclure. Donc, pour conclure, je dirais qu'il est impératif de veiller à ce que les avantages du numérique soient équitables
Le micro, ton micro aussi, ton micro est parti. Ton micro est parti, Fatma. Ton micro est parti. Ton micro est parti. Ton micro est parti, Fatma. Le micro était parti. On n'a pas entendu ta conclusion. Excuse-nous. Alors, je dirais juste qu'il est impératif de veiller à ce que les avantages du numérique soient équitablement accessibles à travers la considération des besoins, des niveaux et tendances d'utilisation des populations de manière horizontale et verticale, pour éviter vraiment cette exclusion qui va, si elle n'est pas prise en compte assez tôt, pourra être une cause d'exclusion supplémentaire qui sera très, très difficile à rattraper. D'autant plus que les technologies sont une aubaine et peuvent être vraiment une opportunité de dépasser beaucoup de choses. C'est des outils d'apprentissage qui ne demandent pas de niveau intellectuel, qui ne demandent pas, c'est des outils et des technologies d'apprentissage extrêmement importants qui seraient bien aussi de vraiment promouvoir dans nos mouvements, dans nos doléances, dans nos politiques, dans tout ce que nous demandons, et de manière vraiment très concrète et sérieuse. Oui, sérieuse. Bravo, bravo. Voilà. Merci infiniment. Merci Fatma. Nous venons de terminer le premier round-up. Je suis désolée que maman ne soit pas là parce qu'elle aurait pu aussi partager avec elle les défis qu'elle rencontre dans le cadre du travail global qu'elle est en train de faire auprès de pour les victimes de la Cour qui sont actuellement examinées à la Cour pénale internationale. Mais on y reviendra puisqu'on est toujours ensemble. Donc, au prochain webinaire du réseau de ce mois-ci, je pense qu'elle pourra nous restituer aussi cela. Voilà, on arrive à la fin de l'introduction. Hein? Oui, on a 5 minutes. On n'a plus que 5 minutes. Tim me remet à l'ordre en me disant qu'on n'a plus que 5 minutes. Mais on va quand même ouvrir les débats. Massa et notre équipe. Je voudrais aussi faire remarquer que Fatma fait partie du comité d'organisation du forum. Hein. Elle a suivi les webinaires de 8 h du matin pendant des mois organisés par le forum des femmes francophones. Donc, on va ouvrir les débats pour quelques minutes. Ce ne sera pas des débats, c'est peut-être des contributions pour ceux qui n'ont pas pris la parole, qui souhaiteraient qu'on aille vers une direction ou vers une autre. Est-ce qu'on peut prendre une photo du RO avant que les gens partent? On peut prendre une photo. Ils ont pris, hein, ils ont pris. Je crois qu'ils ont pris. Tim, est-ce que vous avez pris? Je ne sais pas si tout le monde était à découvert. Mais ils savaient, j'ai écrit dans le chat que les gens se découvrent pour qu'on puisse vous voir et faire des photos. Ils vont faire plusieurs captures, hein, parce que les gens vont et viennent. On fera, et on partagera cela avec vous. D'accord? Jean-Baptiste, vous êtes responsable, hein, s'il vous plaît. Jean-Baptiste, forum de chez nous. Et Awa aussi, Awa Kamara pourrait aider. Mais je pense que le réseau, le forum aussi francophone a dû prendre faire des captures d'écran. En tout cas, nous avons été à un moment 50, maintenant nous sommes 47, je crois, si vous regardez vos tableaux. On est 46 en ce moment, mais on a été jusqu'à 50 donc, qui ont visionné notre panel, et c'est tant mieux. Merci infiniment. Massan, tu n'es pas loin. Voilà, si tu veux être avec nous un moment pour qu'on puisse aller à la conclusion. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre, qui n'a pas encore pris la parole, juste ajouter quelque chose sur le leadership transformationnel chez les femmes et la force des réseaux et des coalitions? Personne ne veut prendre la parole? Bonjour tout le monde. Oui, Pauline. Bonjour Taguero, bonjour aux participants. En tout cas, félicitations. Je voulais juste ajouter par rapport à... Le micro est parti, Pauline. Le micro est parti. Voilà. Je voulais ajouter l'importance des échanges entre pairs. C'est extrêmement important parce qu'on sait qu'on est à des niveaux différents. Et le fait de faire des visites d'échange, de partager des expériences est extrêmement important, et c'est des formations très, très rapides et efficaces pour les femmes.
C'est tout ce que je Très voulais bien. ajouter. Très bien. J'ai aperçu Wildaf. Wildaf aussi est un de nos membres très, très actifs et on salue Kafri, bien entendu, et son équipe. Est-ce que vous pourriez nous donner aussi un feedback de votre expérience de réseau, surtout dans l'éducation? Vous êtes dans l'éducation et c'est extrêmement important. Je pense qu'ils sont partis. Il y a Solange qui a levé la main. Il y a cette dame, Madame Mazou, de Wildaf. Elle est de Wildaf, elle est là. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Est-ce que vous pourriez donner aussi un feedback? Votre micro, s'il vous plaît. Le micro n'est pas activé. Oui, voilà. Je pense qu'ils sont partis. Il y a Solange qui a levé la main. Oui, allô, bonjour tout le monde. Oui, on vous écoute, s'il vous plaît. On a très peu de temps. Est-ce que vous pouvez aller vite dans le vif du sujet et nous donner votre avis? Votre micro, s'il vous plaît. Le micro n'est pas activé. Oui, voilà. Bon, non, je suis un peu désolée. J'étais un peu entre l'administration et tout. Donc, voilà, désolée. D'accord. Merci. Moi, je voudrais ajouter quelque chose pour Haïti. Oui, allez-y, Martine. D'accord, très bien. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de parler. Et je voudrais juste dire que j'ai trouvé très important l'aspect et qui a été développé, je pense, par Soukaina, qui est l'importance de la transformation de soi. Chez nous, en Haïti, les femmes ont beaucoup d'idées, beaucoup de courage. Et cependant, nous avons un peu peur d'avancer parce que nous ne croyons pas à notre capacité réelle de transformer les choses, parce que justement, cette socialisation nous fait croire que quelque part, nous avons des activités très, très spéciales, particulières à faire, alors que nous avons en nous le désir d'apporter notre contribution au changement de notre communauté. Donc là, je voudrais vraiment mettre l'accent et vraiment remercier celle qui a parlé de la transformation personnelle, parce que si on n'arrive pas à se transformer soi-même, à croire à notre propre capacité à être un architecte du changement dans sa communauté, alors que nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de courage, ça ne marchera pas. Donc, et si quelque part le forum peut nous aider dans ce sens en Haïti, on apprécierait bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le RFH vraiment est en train de se déployer également chez vous et on est de tout cœur d'abord avec vous pour ce qui se passe en ce moment chez vous, mais je pense que le RFH devrait être plus présent à vos côtés et on est en train de discuter de cela. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Massan est là? Massan est la pauvre, elle doit être pas. Il y a Solange qui a levé la main. Oui, Solange, s'il te plaît. Bonsoir, mesdames. Je vous remercie pour vos apports. J'ai dû prendre vol pour question d'Internet et de disponibilité de salle. Je ne vais pas beaucoup parler. Je voudrais juste soulever le point ou, disons, la question d'une certaine catégorie de femmes qui ne sont pas souvent citées ou on n'a pas conscience qu'elles constituent une certaine minorité dont il faut s'occuper aussi. Il s'agit de ces femmes qui ont dû, à un certain moment donné de leur vie, se mettre en parenthèse pour s'occuper de leur foyer, de leurs enfants, et qui, à un moment donné, se retrouvent soit toujours sous le toit de leur mari, mais qui doivent maintenant entrer dans la vie active, ou elles sont divorcées ou abandonnées avec des enfants à charge, et qui se retrouvent après le vide professionnel, qui se retrouvent un peu comme des femmes illettrées pour ce qui est de leur formation de base, pour ce qui est du numérique, etc. etc. C'est une certaine catégorie de femmes qui ont besoin d'aide, qu'on les aide à faire le passage de leur ancienne vie et de s'adapter pour la nouvelle vie qu'elles sont obligées de vivre maintenant. Donc, je recommande, je souhaite que cette catégorie sociale soit prise en compte pour les différents projets, les différents soutiens, au même titre, je ne sais pas, ou en tout cas, au même titre que les autres minorités. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Solange. Est-ce qu'elle est là, Massan, pour qu'on puisse clôturer? On est arrivé à la fin du temps qui nous était imparti, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous allons devoir nous arrêter. Je voudrais juste globaliser un peu
notre motivation, ce qui nous a motivés à créer ce dialogue, créer ce déclic dans chacune d'entre nous, parce que chacune d'entre nous dort des capacités, une grande possibilité de se transformer, de s'améliorer et d'améliorer également son entourage. C'est ce message que nous avons voulu partager entre nous d'abord, et puis ensuite entre nous et vous au moment de ce forum. Je crois que c'est très simple. On peut se dire qu'on est capable d'influencer, de nous influencer nous-mêmes, d'influencer notre entourage immédiat, d'influencer l'entourage aussi dans lequel nous baignons, les femmes jeunes et les moins jeunes. Mais cela, on n'a jamais été très, très conscient de cela. Il faut pouvoir en être conscient, il faut capturer ces moments-là et il faut les traduire en action, que les gens peuvent comprendre. Ça, c'est une première conclusion que nous aurions souhaité partager avec vous, avec ce débat-là. Le deuxième point, qui est extrêmement important pour nous aussi, c'est toute la frustration que les femmes francophones ont vis-à-vis soit de l'institutionnel, soit des gouvernements, soit au niveau basique, au niveau des communautés. Nous n'avons aucune voix correcte et audible dans l'ensemble de ces cercles où les décisions se prennent, où le développement se crée, malgré tout ce que vous savez tous, on a depuis la nuit des temps, on a toujours été impliqués dans des projets de développement, on a toujours eu des financements, dont ceux qui exécutent le financement n'ont que des miettes. Massan l'a très bien dit tout à l'heure. Ce qu'il nous faut, c'est arriver à dépasser ce stade-là. Mais je crois que c'est à nous de prendre nos responsabilités et ne pas attendre juste qu'on nous aide. Il faut que nous soyons fortes ensemble, mais il faut également qu'ensemble nous soyons cohérents dans ce que nous voulons demander, ce que nous voulons faire à partir de maintenant, et surtout que l'on puisse exprimer notre volonté très très claire de ne pas rester au point où nous en sommes. Financer ou pas financer, nous avons parmi nous, surtout parmi nos jeunes, des cadres absolument performants, des personnes capables de discuter de programmes, de projets, de négocier des financements. Nous avons également avec nous des gens capables d'évaluer les impacts des projets dans nos populations, donc sur le capital humain, mais également au niveau de la communauté en tant que telle, des communautés dans lesquelles nous vivons en tant que telle. Il nous faut donc, je crois, poursuivre la mouvance qu'on a commencé d'esquisser, et c'est à la faveur de la pandémie d'ailleurs, parce que la pandémie nous a obligés à rester sur place pendant plus d'1 an maintenant, et on ne sait même pas quand est-ce qu'on se reverra en présentiel, mais on va continuer tous les mois. Nous allons travailler ensemble avec un thème, des conclusions et l'exécution de ces conclusions-là par une ou deux de nos membres. Voilà ce que je voulais vous dire. En guise de conclusion, nous allons certainement arrêter ce panel maintenant, parce que Massan doit s'occuper de sa clôture, je crois. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont été avec nous pendant ces 2 heures. Et puis surtout, la richesse de vos idées, la disponibilité, l'engagement que vous avez. Il ne faut juste pas baisser les bras. Massan est là. Massan, on est en train de clôturer notre panel là. Tu étais dans d'autres programmes, je pense. Et la grande conclusion, je pense que les jeunes ont pris, surtout dans le comité de pilotage du forum, les jeunes ont pris des notes. On fera les conclusions et surtout un petit plan d'action. Le RFEFH veut faire un petit plan d'action au sortir de ce forum avec des partenaires avec lesquels nous allons pouvoir travailler sur l'égalité femmes-hommes et dans le monde francophone. Merci Massan de nous donner cette opportunité-là et encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup Ndiro, merci beaucoup tout le monde d'être là. Je suis désolée, j'étais obligée d'être dans une autre session.
Nous allons voir ce qu'on peut faire pour accompagner, mais dans tous les cas, je crois que tout a été dit ici dans cette réunion et aussi dans le forum. Nous devons travailler fort, nous devons travailler ensemble pour faire bouger les lignes parce que, comme tu le dis si bien, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous donner quelque chose. On ne nous donnera pas, il faut aller chercher. Donc, nous irons chercher.